Nouvelle session de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h, dont voici les titres. Visite du ministre des Infrastructures et des Transports dans le zoo. Alassane Seydou est allé faire une évaluation du niveau d'exécution des chantiers dans le département. Plus de détails dans cette édition. Le ministre de l'Énergie était quant à lui dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Dona Jean-Claude Oussou est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux d'électrification sur les chantiers ouverts. Et puis, nous ferons un peu d'histoire dans ce journal avec des anciens responsables du Centre national hospitalier et universitaire qui reviennent sur le parcours du CNHU depuis les indépendances à nos jours. La circulation à Cotonou va connaître des bouleversements en raison de la fête de l'indépendance du 27 juillet au 1er août 2019. Le nouveau plan a été présenté lors d'une conférence de presse animée par le comité de pilotage des festivités marquant les 59 ans d'indépendance du Bénin. Rachidat Biomaman et Ernest Tétégou pour le compte rendu. Ce samedi, la circulation sera limitée dans la ville de Cotonou. Plusieurs artères seront interdites d'accès aux usagers de la route. Le 1er août oblige. Le boulevard des Armées, et plus précisément le tronçon Carrefour Inafrica, en passant par le Carrefour Prison Civile, Carrefour Kossi, la place de l'Étoile Rouge et le Carrefour Agonticon, sera l'as ou l'artère la plus importante qui sera fermée à la circulation pendant cette période. Également interdit à la circulation, les tronçons Enéamou-Bégamé, Carrefour Kossi. En revanche, certaines voies sont autorisées. Les usagers quittant Calavi, Godomé et environ pour le centre-ville doivent suivre les consignes suivantes. Ils ont deux possibilités. La première, soit de passer par le carrefour Agonticon à partir du carrefour Sikateota pour rallier le carrefour Sainte-Rita. De cette position, ils peuvent continuer jusqu'au carrefour Vodafone ou bien, toujours à partir de cette station Sainte-Rita, prendre part devant la mairie de Cotonou, tomber sur le carrefour Marina et rentrer dans Maro Militaire. Pour allier Akwakwa et ses environs, les usagers pourront à partir du carrefour Notre-Dame faire l'itinéraire, direction générale de la police républicaine, Carrefour 3 Banques, place du Souvenir, échangeur de Roiro, Sika Toyota. Tout ceci devra se faire dans le respect strict de certaines règles de sécurité, entre autres, éviter de foncer les barrages, tenir rigoureusement compte du nouveau plan de circulation pour la réussite des activités du 1er août qui se présente comme suit. Il y a la retraite au flambeau, elle aura lieu le 31 juillet. On aura deux types de défilés. Il y a le défilé pédestre, ensuite le défilé motorisé. Et pour ces deux types de défilés, la durée maximale prévue sera de 90 minutes. Le niveau de préparation est maximal. Pas de match ni de nuit de l'indépendance cette année. Le boulevard des Armées accueillera ainsi son dernier 1er août. Celui de Erevan lui succédera les années à venir. Direction les chantiers de construction de routes à présent. Alassane Seydou évalue le niveau d'exécution de ces chantiers dans le zoo. Le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué une descente sur les chantiers de Agbanizon Abomé, Abomé Mouyon, Mouyon Didja et Boyikon Didja, Théodore Gandieko et Sena Libla pour le compte rendu. C'est une forte délégation composée des experts de l'entreprise en charge des travaux, des cadres de la Direction générale des infrastructures, avec à sa tête le ministre des Infrastructures et des Transports lui-même. Après environ 2 heures d'inspection, le constat est patent. Le taux d'exécution des travaux n'est pas satisfaisant. Une situation qui est due à certaines difficultés rencontrées par l'entreprise en charge des travaux. Nous avons fait tout le parcours. Nous avons constaté ce qui a pu être fait pendant 16 mois. Puisque le délai contractuel est de 36 mois, les travaux évoluent. Nous avons vu
une entreprise qui est bien installée, qui est sur le terrain, qui travaille. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques difficultés liées particulièrement au déplacement des réseaux, surtout la SBE. Il y a des poteaux à déplacer pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. En ce qui concerne la réalisation, le taux est relativement faible. Mais si nous réglons ce problème de la SBE, nous pensons que les choses iront plus vite. Donc dans la semaine à venir, nous allons tout faire pour que les poteaux soient déplacés le plus rapidement possible. Par la même occasion, le ministre a remercié les populations de ces différentes localités qui ne se sont pas fait prier pour rendre la tâche facile aux ingénieurs sur le terrain. Nous allons régulièrement revenir ici pour que le reste des travaux se réalise le plus rapidement possible. Parce que c'est un ouvrage qui est attendu par les populations et je crois que je dois pouvoir saisir cette occasion pour remercier les populations qui ont adhéré au projet et qui ont facilité la tâche à l'administration et à l'entreprise. Il est à noter que malgré les difficultés rencontrées, le délai contractuel de livraison du chantier qui est de 36 mois sera respecté. On reste sur les chantiers routiers. Le préfet du département de la Donga était en visite sur les chantiers de construction de la route Djougou-Bassila-Dassa. L'objectif est de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux et de recenser les difficultés rencontrées par les riverains. Modeste Dompegan, Calvador, Arwanou. La base du chantier de construction de la route inter-État Djougou-Bassila-Dassa a été la première escale de ce périple. Sur ces lieux, le préfet de la Donga a fait le point avec le chef de la mission de contrôle du projet du niveau d'avancement des travaux. Les travaux ont commencé fortement du côté de Savalou. Il y a eu d'abord l'installation de la centrale d'Enrobé à Savalou, l'installation de la centrale de concassage à Pataba, qui est très proche de Savalou. Donc la deuxième centrale a pris un peu de retard. Donc c'était une centrale neuve que l'entreprise a amenée. Et cette centrale neuve-là, elle a duré en stock et il y a eu des dégâts sur beaucoup de fileries. Actuellement, ils sont là-dessus et dès demain ou après-demain, les premières productions vont sortir. Ce qui a fait que le noir a beaucoup traîné de ce côté. Puisque sur ce côté, vous allez constater que toute la route n'a pas été travaillée parce que le tronçon entre Dassa et Djougou était en deux parties et jusqu'à disons Prékété, l'état de la route était très dégradé. Mais de Prékété à Djougou, l'état était acceptable. Donc ce qui a fait que nous allons faire en certains endroits des réparations. Et là où les dégradations sont énormes, c'est là où on a changé le sol ciment. Donc pratiquement, le sol ciment est complètement terminé. Et c'est le départ de toute une journée de visite de chantier. Objectif, recenser l'ensemble des difficultés liées à l'exécution de ces travaux dans la Donga. La bretelle Bassila Manigri a particulièrement retenu l'attention du préfet et de sa délégation. Ici, de nombreux désagréments ont été enregistrés par les riverains dans le cadre de ce projet. Il s'agit entre autres des nuisances liées à l'absence de canaux de drainage des eaux pluviales et des difficultés d'accès au domicile. Mais le chargé de la mission de contrôle a rassuré les uns et les autres. Et par rapport aux aménagements que nous avons prévus au niveau de ce Dalo, il y aura une contre-allée le long de la voie. Et au niveau du Dalo même, nous allons faire un grand collecteur qui va jeter les eaux dans la rivière devant. Et à la traversée du Dalo, là, on va mettre un petit ponceau pour permettre à la population de passer. Les autres défis sont relatifs au déplacement du réseau électrique et des canalisations de la SONEB. Au terme de la tournée, le préfet de la Donga s'est dit optimiste quant à l'aboutissement heureux du projet. On a constaté avec bonheur que les travaux avancent et que d'ici à là, on sera libéré des difficultés liées à la traversée de Bassila à Djougou. Ces travaux ont été lancés le vendredi 4 août 2017 à Savalou. Ils s'étendent sur un linéaire de 280 km pour un coût global de 162 milliards de francs CFA.
Une délégation de la Direction générale des infrastructures a également visité mercredi dernier les chantiers d'aménagement et de bitumage de plusieurs axes routiers dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit des axes Porto Novo, Accra Misrete, puis Accra Misrete, Kobé et frontières du Nigeria. Guillaume Avienou et Brice Hongbo pour les détails. La base de vie de l'entreprise de BTP Ofmas International à Porto Novo accueille en début de matinée de ce mercredi une délégation de la Direction générale des infrastructures. La délégation conduite par le directeur général de la structure en personne vient visiter les chantiers des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Porto Novo, Misrete dans l'Ouémé, puis Pobé Adjawere Wenchi et Pobé, frontière du Nigeria, dans le département du Plateau. Première escale de la délégation, l'axe Porto Novo Accra Misrete, un tronçon de plus de 12 km à aménager en 2x2 voies sur lequel les ouvrages d'assainissement sont achevés selon la mission de contrôle à plus de 92%, sauf sur 2 km où le taux d'exécution des 10 ouvrages est à 42%, et cela en raison de la forte urbanisation de l'environnement. Une forte urbanisation qui oblige l'entreprise en charge des travaux à faire face à de sérieux problèmes de sécurisation et de signalisation malgré des progrès dans le respect des délais contractuels. Selon le point que la mission Condor m'a fait, ils sont globalement à 65% sur les 65% pour un délai consommé de 72%. Donc il y a un retard de l'ordre de 6%. Mais je précise que ce retard-là est compréhensible. Nous le comprenons parce que nous aussi, nous n'avons pas fait tout ce que nous devons faire en temps réel. Donc ce retard-là, nous l'assumons tous ensemble, tout en ayant confiance en l'entreprise de pouvoir le résorber dans le délai. Des taux globalement satisfaisants, même si l'entreprise semble lambiner sur la section Accra Misrete Pobé, la deuxième étape du périple de la délégation. Un ralentissement dû à des problèmes de mobilisation de matériel et de personnel, mais surtout de la libération des documents contractuels, notamment les points d'exécution. Au passage, il est reproché à la mission de contrôle de se montrer complaisante. Ces instructions doivent être suivies par l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas d'accord, elle se réfère à moi. Mais elle n'a pas le droit de s'opposer aux instructions de la mission de contrôle. Si vous vous résignez, si vous vous laissez supplanter par l'entreprise, nous serons obligés de chercher quelqu'un qui pourra faire face à l'entreprise. Au terme de la visite, la délégation déclare être restée un peu sur sa faim et demande à l'entreprise en charge des chantiers de faire diligence. Il faut qu'ils aillent à l'école des entreprises organisées. Et c'est notre souhait, c'est le souhait du gouvernement d'avoir aussi au Bénin des entreprises qui travaillent sans trop perturber le cours normal de la vie des usagers. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Il y a un faux pas, nous sommes venus sonner l'alerte. J'espère que dans une semaine, comme ils l'ont dit, ils vont se remettre sur le bon chemin. Sinon, nous n'hésiterons pas à ne plus leur faire confiance. La délégation a finalement convenu avec la mission de contrôle et l'entreprise Ofmas International d'un délai d'une semaine à compter de ce mercredi pour régler définitivement les problèmes de sécurisation et de signalisation qui se posent sur les chantiers, en l'occurrence sur l'axe Porto Novo Accra Misrete, dont les travaux sont quasiment achevés, afin de permettre aux habitants de la capitale du Bénin et de ses environs de fêter le 59e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance dans la sérénité. On reste dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. Dans cette perspective, des travaux d'électrification sont entrepris dans plusieurs localités. C'est l'Agence nationale pour l'électrification rurale qui se charge de la réalisation des travaux. Dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, des chantiers sont aussi ouverts. Donna Jean-Claude Oussou a entamé jeudi une visite pour constater le niveau d'avancement des travaux. Blaise Adankbo et Ramatou Lawani nous en disent plus. Comment évoluent les travaux d'électrification par raccordement au réseau de la SBE dans les départements de l'Ouémé et du Plateau?
C'est pour s'en rendre compte que le patron de l'énergie au Bénin mène un marathon. Première localité visitée, Bakpodi dans la commune de Semekpodi. Ici, c'est la ferveur qui caractérise la population à l'arrivée de Donald Jean-Claude Ouzou. Par ma voix, je voudrais que vous portiez jusqu'au chef d'État, à haute autorité, nos sincères remerciements. Les remerciements des populations de ma commune. Et donc, revenez pour vous remercier aussi. J'ai déjà dit l'AREA qui vous caractérise. Nous avons en cours de réalisation actuellement. Nous aurons 1 km de réseau HTA. Nous allons donc prolonger l'existant. Mais pour pouvoir desservir toute la population, on a prévu 3 km 100 de réseau basse tension avec un transformateur de 100 kVA et 10 lampadaires. D'ici fin octobre 2019, nous devons revenir ici pour pouvoir mettre en service cet ouvrage pour la joie des populations. Je tiens vraiment à vous remercier et à vous donner rendez-vous la prochaine fois à la fin des travaux où avec joie et ferveur, nous allons inaugurer ensemble, même si nous n'avons pas posé de première pierre, ce n'est plus la marque de fabrique de la maison. À Adjara-Webo, dans la commune d'Adjara, les travaux d'électrification évoluent à pas de géant. Très bientôt, la population sera alimentée au courant électrique. L'énergie électrique fait partie aujourd'hui des besoins les plus importants de la population. Et le président, il est en train de remuer ciel et terre pour que les populations puissent avoir satisfaction sur tous les plans. Nous lui disons merci. Actuellement, vous voyez, tous les poteaux sont implantés. Le réseau basse tension est complètement achevé. Donc, il ne reste que la pose du transformateur et de l'interrupteur aérien pour pouvoir raccorder ce village. Et donc, nous sommes aujourd'hui ici à un taux de 75% déjà réalisé. Patrice Talonton. Cap est mis sur Hueda Commun, localité de la commune d'Avrankou, pour le lancement des travaux d'électrification. Les poteaux sont déjà sur place. 80%, c'est le taux d'exécution des travaux à Alawa, un autre village de la commune d'Avrankou. J'ai 10 lampadaires qui vont être également posés à travers ces réseaux basse tension pour pouvoir desservir en tout cas l'éclairage public. Le taux d'exécution actuellement est de 80%. Ils doivent poser l'acte de chercher à prendre les compteurs électriques pour que le chef de l'État sache vraiment qu'ils ont besoin d'avoir l'éclairage dans leur milieu. Et je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire. Dans les 3 grandes communes qu'on a desservies aujourd'hui déjà, c'est-à-dire Semekpodi, c'est-à-dire Adjara, c'est-à-dire Avrankou, où nous sommes présentement, je vois que les travaux avancent bien. À chacune des étapes, Donald Jean-Claude Ouzou informe les populations sur la volonté du gouvernement de laisser place aux actions. À la fin de ces travaux, je prie la population de faire en sorte de protéger ces installations pour qu'elles puissent en jouir le plus longtemps possible. Et aussi le fait que cette promotion accordée par le chef de l'État pour les compteurs, c'est-à-dire réduit de moitié, puisse effectivement être un élément catalyseur pour permettre donc à la population de massivement accéder donc à l'électricité. Après le département de l'Ouémé, ce sera le tour du plateau. À l'agenda de Donald Jean-Claude Ouzou, les localités d'Araromi et d'Ikpedjile. Parlons maintenant de cette rencontre intergénérationnelle organisée par le journal Éducation. Elle est placée sous le thème « Rôle des médias dans la consolidation des acquis démocratiques ». C'est un rendez-vous qui permet aux jeunes professionnels des médias et autres d'apprendre des parcours professionnels des anciens. La rencontre a eu lieu à la Maison des médias Thomas Meyansa à Cotonou. Enoch Ronkpati et Francis Fatan. Acte 5 des RIM, rencontre intergénérationnelle des médias. Elle reçoit une dame de fer,
Michel Akambadarou, celle qui se présente ici à la jeune génération, aura marqué son temps pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, et au sein des organismes internationaux. On dit souvent qu'à l'ORTB, c'est des coups bas, c'est difficile. Qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur de cette maison? Disons qu'il n'y a pas une singularité. Dans tout groupe social, il y a des personnes qui sont positives et il y a des personnes qui sont négatives. Donc, moi, le sachant, il faut connaître la nature humaine, je n'ai pas eu de problème à évoluer dans ce milieu à partir du moment où je connaissais mon métier. Parce que je crois que c'est important aussi pour s'imposer naturellement sans avoir à recourir à quelque force que ce soit. Michel Akambadarou totalise plusieurs années d'expérience qu'elle partage aujourd'hui avec la nouvelle génération à travers le thème « Rôle des médias dans la consolidation des acquis démocratiques ». Ce qu'on appelle les fake news, c'est de la désinformation. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'assister à cela. Ça va se passer comme ça. Mais de l'autre côté, il doit avoir cette presse de qualité qui continue à faire son travail. Des valeurs dans la presse nationale, il y en a eu hier et aujourd'hui. N'empêche que la corporation doit être réorganisée. Si on veut des médias forts, c'est qu'on veut des médias indépendants, c'est qu'on veut des médias responsables. Le dirigeant qui en appelle à l'avènement de tels médias, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas celui qui se soucie seulement de savoir qu'est-ce qu'on dit de bien de moi dans la presse. Les rimes sont une initiative du journal Éducation, journal spécialisé dans les questions éducatives. Ces échanges-là, ces rencontres avec des élèves de la profession, je pense que vous devez profiter de ça pour essayer de comprendre la profession dans laquelle vous êtes là. C'est quel genre de profession? Qu'est-ce que vous faites là? Si l'on choisit par vocation, ou même si c'est plus tard que la vocation arrive, s'il décide de rester dedans, il faut qu'il cherche à se construire une réputation professionnelle. Michel Akambadarou est aujourd'hui responsable à la communication au sein d'une organisation internationale. Les jeunes ici présents ont pris le pari de s'inspirer de son parcours professionnel pour une presse libre, crédible et responsable. Un colloque international de 3 jours s'est ouvert à Cotonou. Il s'agit du 2e colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Le thème de cette édition s'intitule « Les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi ». C'est une initiative de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Christelle Tongodo et Igor Ayoso. Que peuvent les enseignants pour relever le défi d'un enseignement, apprentissage et évaluation conforme à l'APC dans nos pays où les financements de l'éducation s'amenuisent tous les jours et au moment où la population scolarisable s'accroît. Comme une équation à plusieurs inconnus, la question semble finalement avoir trouvé des éléments de réponse. L'une d'elles résiderait dans l'utilisation du numérique pour rénover le système éducatif en Afrique, aujourd'hui en souffrance. Le numérique doit pouvoir être un atout, en ce sens que les enseignants pourront l'utiliser, notamment pour partager des ressources et activités pouvant les aider à mettre en place une pédagogie active. De communication en communication et de table ronde en table ronde, ces experts en éducation disent vouloir améliorer la mise en œuvre de l'approche par compétences en Afrique et au-delà, sous le leadership de l'AIPDP, Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Ces différents pays ont réfléchi sur les mots qui minent le système éducatif béninois et africain. Des approches de solutions ont été émises et des recommandations faites. Nous voudrions croire que cette rencontre internationale servira à redynamiser le système éducatif africain pour des résultats plus probants. Rappelons-le, ce colloque s'articulait autour de 4 axes. Le premier axe
consistait à mener des réflexions autour des pratiques d'enseignement selon l'approche par compétences et l'innovation dans l'évaluation des apprentissages, avec notamment un regard croisé sur le contexte africain et nord-américain. Au niveau du deuxième axe, il était question de l'adéquation formation-emploi avec apport du numérique dans le développement des compétences en Afrique. Au niveau du troisième axe, nous avons abordé la question du bien-être psychologique au travail, indicateur de performance, dimension essentielle du développement professionnel et source d'épanouissement au travail. Pour finir, avec le quatrième axe, nous avons touché et abordé en profondeur la place des objectifs de développement durable, appelés ODD, dans les curricula, clarification conceptuelle et stratégie d'intégration. 3 jours d'échange pour repenser l'éducation au Bénin et en Afrique avec à l'appui des recommandations. Les échanges vont se poursuivre à Libreville au Gabon en juillet 2020 où va se tenir la 3e édition de ce colloque international sur l'éducation. Intéressons-nous à présent au parcours du CNHU des indépendances à nos jours. La première pierre du plus grand hôpital de référence du Bénin a été posée en 1958, 2 ans avant la cession du pays à l'indépendance. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Le CNHU, Centre national hospitalier universitaire, a été mis en fonction et s'est aussi agrandi. Dans ce magazine, des anciens responsables de cette maison de soins de santé reviennent sur le parcours. Angela Pédia et Louis Koudogbo nous font revivre l'histoire du CNHU à la faveur de la commémoration dans quelques jours du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Ce spectacle est celui d'il y a encore 3 ans à l'entrée principale du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Créé en 1958, l'hôpital a été mis en service seulement en 1962. À l'époque, en 1962, donc, on l'appelait l'hôpital de Cotonou, l'hôpital Hubert Maga. Et certains l'appelaient aussi l'hôpital 350 lits. Et 350 lits parce que dans le temps, la ville de Cotonou comptait 300 000 personnes. Et ce qui fait que les 350 lits correspondent à peu près à 1 lit pour 1000 personnes, plus 50 lits de bonus. Il faut attendre 1971 pour que le caractère universitaire de l'hôpital rentre dans les annales. Il est alors appelé CNHU, Centre national hospitalier et universitaire. Avec la Révolution en 1972, tout bascule. Un colonel noir désarmé prend les rênes de cette formation sanitaire. Il y avait Costet, le capitaine Costet, c'est un blanc. Après, il y a Fagla qui l'a relevé. Et moi, je suis rentré en 113. Et comme on a voulu changer, on m'a mis. En 1975, le CNHU connaissait donc déjà des problèmes de fonctionnement. Les ressources financières manquaient et il fallait aussi l'agrandir. Je voulais que le CNHU là, puisse fonctionner comme dans un hôpital des pays développés. C'est à ce titre qu'on a créé la CUGO. La CUGO est créée en mon temps. On a fait un prêt de 900 et quelques millions à la BBD avec Baba Moussa et compagnie. Et parce qu'on voulait que ça fonctionne comme ce qu'on a vu, ce que tous nos chefs là, ont vu, ce qu'ils ont vu dans les pays développés, où le malade vient, il se couche, on le soigne et il rentre. Mais il remplit, quelqu'un prend en charge son soin. Mais ça n'a pas marché. Bon an, mal an, l'hôpital s'est tout de même développé jusqu'en 1990 avec l'avènement d'un autre directeur à sa tête. 2 ans après mon arrivée, il y a eu la convention signée pour réhabiliter le CNHU. On a réhabilité, il y avait première phase, c'est le circuit électrique et la construction du pavillon de réanimation
construction du bloc administratif, qui n'était pas ce qui est là aujourd'hui, et le pavillon d'hématologie et la réanimation. Voilà la chance que j'ai eue, j'ai assisté à ça. C'est ainsi que le CNHU, en tant qu'hôpital pavillonnaire, s'est étendu au fil des années. En 2004, un nouveau locataire arrive à la direction dans un contexte d'insatisfaction des usagers et de baisse drastique du recouvrement des redevances de l'État. J'ai pris service là également dans un contexte de réforme du système de santé au niveau de la pyramide sanitaire et avec création des hôpitaux de zone qui fonctionnaient et dont le fonctionnement avait un impact sur celui du CNHU. Parce que la plupart des malades graves et compliqués étaient référés sur notre centre qui était le dernier recours. La recherche de nouveaux partenaires financiers a marqué les années qui ont suivi. Entre autres, la Loterie nationale, la BOA, le Club Rotary ont contribué à son extension. En résumé, l'hôpital, on ne peut pas dire qu'on est vraiment indépendant encore. Il faut qu'on fasse vraiment d'efforts pour être suffisamment indépendant et de manière à améliorer notre système de santé. Il y a un programme en cours, le programme de l'AH, qui va assurer la couverture sanitaire universelle. Nous y croyons fermement. Et l'équipement surtout de cet hôpital, parce qu'il y a de potentiel humain dans l'hôpital. Aujourd'hui encore, le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou est en chantier pour accueillir d'autres infrastructures et des équipements. Des réformes sont aussi en cours pour satisfaire les usagers. Mais avec ses 57 ans d'âge, ce patrimoine commun reste toujours en souffrance. C'est avec ce magazine de Angela Kpeja que nous refermons ce journal. Merci pour votre attention et très bon après-midi du samedi.